Bonjour Elcide. Bonjour Rémi. Je suis vraiment ravie de te rencontrer aujourd'hui dans ce beau cadre à Genève. Plaisir. On est gâtés. Tu es sur mon radar artistique depuis une dizaine d'années. Okay. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, je me suis renseignée un petit peu sur la calligraphie qui me fascinait. Et je me rappelle très bien, je suis tombée sur une de tes œuvres qui avait un fond rose et blanc et l'écriture était noire par-dessus. C'était Untitled, donc je ne sais pas ce qui était vraiment marqué. Mais j'avais mis cette photo en fond d'écran et je la trouvais magnifique. Donc je suis ravie, une dizaine d'années plus tard, de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Et dans les recherches que j'ai faites par la suite, j'ai vu que tu étais un artiste qui non seulement, bien sûr, produit de l'art pour émerveiller les gens, mais il y a aussi toute une démarche qui va au-delà, qui est d'aller à la rencontre des autres, de faire aussi émerger parler de certains problèmes de société, améliorer les choses. Et ça m'a vraiment touchée aussi. Donc voilà, je pense que c'est important que plus de gens connaissent ton travail. Ça fait plaisir, merci. Pour commencer, comment est-ce que toi, tu te décrirais à la troisième personne du singulier? Elcide est un artiste qui se pose beaucoup de questions sur lui-même et sur le monde. Je pense que ça me résume un petit peu. Ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi un pseudonyme pour ton art et pourquoi ce pseudonyme-là? En fait, ce nom, Elcide, je l'ai choisi en 1998. On était en train d'étudier le Cid de Corneille en cours de français. J'ai grandi à Paris, je suis né, j'ai grandi à Paris. Et notre prof nous expliquait qu'en fait, le Cid venait de l'arabe El-Sayyed, qui voulait dire le maître, l'homme. Et j'étais jeune, je commençais à graffer en fait, à faire du graffiti à Paris. Et donc j'avais besoin d'un pseudo et je me disais ouais je suis le maître de la rue et donc c'est resté. Et puis c'est plus tard que j'ai changé en fait l'orthographe. À l'époque j'écrivais le Cid de Corneille c'est L-E-C-I-D, moi j'écrivais L-E-L et S-C-I-D parce que le S en graffiti était une lettre complexe donc j'avais pris ça et puis peut-être 10 ans plus tard en fait en 2007-2008 j'ai choisi de changer en fait le Cid en S-E-E-D en fait la graine qui est à la recherche de ses racines. Okay. Et pourquoi est-ce que tu as mis en majuscule le L de EL et le S de Cid? Visuellement, je trouve que ça fait mieux. En fait, un majuscule E et un petit L, c'est pas beau. En fait, ça fait A. C'est bizarre. Et donc, Ou pourquoi pas le E majuscule, comme on ferait en français, en fait? Ouais, mais non, en fait, je crois que je sais pas. Okay. Et c'est resté, en fait. Et beaucoup de gens posent la question. Oui, ça fait peut-être le mouvement du mot aussi, EL, Cid, comme ça, une montagne. Et pourquoi pas en fait? Pourquoi ne pas mettre de majuscules en milieu de mots? Révolutionnaire. Ouais, non, en fait, je pense que ça s'inscrit aussi dans le fait que, en fait, en y pensant maintenant, je vois qu'en calligraphie arabe, par exemple, il y a beaucoup de règles, tout est conditionné par des règles et là, on se prétend calligraphe si on a appris la calligraphie chez un maître calligraphe qui lui-même l'a appris chez un maître calligraphe. Il y a certaines écoles. Exactement. Et moi, je me définis pas du tout comme ça, en fait. Je suis vraiment dans je pense que je suis dans ce courant du freestyle plutôt. Okay. Où, voilà, je m'exprime, j'écris un langage visuel qui m'est propre aujourd'hui et je m'exprime à travers celui-là. Et je me mets pas dans une boîte en fait, je me définis pas comme calligraphe. Beaucoup de gens me disent ouais tu es calligraphe ou calligraphie artiste, alors que pas du tout en fait. Je vais au-delà de ça. Ouais. Les gens me connaissent par rapport à la calligraphie, on m'a connu par rapport à ça. Mais je pense que mon travail en fait est beaucoup plus large et plus profond que juste l'écriture. Ok. Ton parcours a décollé surtout en 2012 lorsque, on peut dire par hasard, dans ta ville natale en Tunisie, à Gavès, tu as peint un mur de la minaret de la mosquée, un minaret de la mosquée, je vais y arriver, de Jara. Pourquoi est-ce que tu es attiré par les murs ou pourquoi à l'extérieur en tout cas? En fait, j'ai l'impression que quand tu peins dans l'espace public, tu démocratises l'art, tu l'apportes aux gens, contrairement aux musées ou aux galeries où en fait tu ramènes les gens à l'art. Là, en fait, tu ramènes l'art aux gens. Et j'ai réalisé très rapidement que le fait de peindre dans l'espace public, tu crées rapidement des connexions avec les gens, puisque les gens ils sont interpellés, ils se posent des questions, ils t'approchent et tu crées des conversations qui en fait n'auraient jamais eu lieu si ce n'était pas par l'art. Et je me rends compte aussi que l'art est un moyen
d'entrer dans des endroits où en fait on ne pourrait pas rentrer s'il n'y avait pas ça. Parce que l'art fait appel au beau et le beau par la lame. Et en fait, je pense que où qu'on soit sur Terre, tant qu'on est humain, on ressent des émotions et quelque chose qui est esthétiquement beau nous interpelle et ça fédère surtout. C'est ça qui est intéressant. Moi je l'ai vu quand j'ai peint le minaret de la mosquée de Jara à Gabès, c'était genre 1 an après la révolution en Tunisie. Et l'idée c'était pas de peindre une mosquée, c'était de peindre une ville, une peinture dans ma ville d'origine. Moi je suis né à Paris et donc chaque été on allait à Gabès en vacances et ce mur avait été construit en 94. Donc moi chaque été je le voyais. Ouais. Et c'était inconsciemment j'y ai pensé. Et puis en 2012, avec mon équipe, on a dit on va demander à l'imam et au maire de la ville si c'est possible de le peindre, puisque le mur était gris. Et voilà, ils ont accepté très facilement. Et qu'est-ce que vous avez écrit dessus ? L'idée en fait, c'est que ce que je fais moi en tant qu'artiste, c'est que j'essaie toujours de créer une œuvre qui est liée à l'endroit, qui est liée à la communauté et liée aussi au thème dont je veux parler. Là, on est dans un contexte assez spécial, on est post-révolution, donc beaucoup de clash, tout le monde veut en fait imposer son opinion et ses convictions, on va dire politiques ou peu importe. Et on est dans un endroit sacré, donc un endroit religieux, qui est une mosquée. Donc, oui, c'est compliqué d'écrire quelque chose sur un bâtiment religieux. Exactement, et donc là je me dis, je pense que le message le plus pertinent serait d'utiliser un message du Coran, ce qui me permettrait de convaincre facilement l'imam. Ouais. Donc il y a aussi ce côté diplomatique que j'utilise souvent. Et il y avait un verset que je connaissais qui m'avait interpellé plusieurs années avant, qui disait « Ô vous les hommes », en fait en arabe c'est « Yayol insan » qui veut dire « Ô vous l'humanité », pas les hommes, le genre. « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous rencontriez. » Ouais. Et donc pour moi en fait ça appelait à la tolérance, à l'acceptance, exactement. Pas la tolérance, je veux dire l'acceptance, parce que je déteste ce terme de tolérance qui est pour moi en fait très péjoratif. Et voilà, l'imam de la mosquée a accepté et ça a créé en fait des vraies conversations entre les gens. On était perchés, je me rappelle, nous à 57 mètres de haut. Et moi j'étais en fait surpris de voir des gens qui se regroupaient et qui commençaient à parler. Et puis quand je descendais de ma nacelle, il y avait ces débats autour, juste en bas du minaret. Et ça devenait en fait le théâtre d'une conversation globale sur la place de l'art dans l'espace public, sur la Tunisie post-révolution. Et en fait, tout le monde avait des idées, tout le monde voulait parler. Donc les gens parlaient de ce thème-là. Exactement. En fait, ça ouvrait une conversation. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois plus tôt, j'avais fait un autre mur en Tunisie. Et une personne m'avait expliqué que pendant la Révolution, ce mur était en fait devenu le journal du peuple où les gens venaient et écrivaient dessus. Et donc le fait de peindre sur les murs, c'est ça, c'est que ça apporte... c'est un moyen en fait de se connecter avec les gens. Ouais. Et moi, c'est ce que je recherche. Je recherche en fait cette connexion avec l'humain, c'est l'expérience humaine. Je pense que c'est ce qui me motive le plus. Et de laisser une trace d'une certaine manière, parce que si on pense à un musée où les tableaux sont transportés d'une ville à une autre, un graffiti va vraiment rester sur le mur longtemps. On peut le voir comme ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de murs en fait, qui sont éphémères. Il y a Eugène Ionesco qui disait « seul l'éphémère dure ». Et en fait, toutes mes œuvres sont vouées à disparaître. Et moi, et des fois, j'apprécie le fait que ça disparaît parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en retient. Ce qu'on a senti sur le moment. Exactement. Et moi, je me définis souvent comme un collectionneur de moments. Donc, je collectionne des moments. C'est-à-dire que j'ai peint dans un endroit, j'ai vécu une expérience avec des gens. L'œuvre a été juste un prétexte en fait, pour créer cette relation humaine. Et voilà, depuis plus de 15 ans, en fait, tous les gens que j'ai rencontrés ou qu'on a rencontrés avec mon équipe, on est toujours en contact avec eux. Je ne veux pas dire on s'appelle tous les jours. Il y a des gens avec qui on est vraiment en contact de façon hebdomadaire, donc chaque semaine il y a un petit message. Mais il y a des gens. Carnet d'adresse. Non, c'est vrai, mon carnet d'adresse, il est immense. Il explose. Et donc c'est ça en fait, je collectionne des moments et puis j'aime en fait le fait de voir les œuvres disparaître. Ouais. Okay. Je suis pas attaché en fait, je suis pas du tout attaché au fait que l'œuvre perdure. Et puis souvent les gens me demandent, il y a
il y a quelques jours qui m'a dit est-ce que tu veux pas revenir rénover cette œuvre que tu as fait il y a 12 ans? Et je dis non, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas attaché. Ouais. Je n'y suis pas attaché du tout. Puis tu as d'autres choses à dire peut-être Ouais, certainement, exactement. Et en fait, c'est à un moment donné, j'ai peint cette œuvre à un moment donné pour parler d'un sujet. Ouais. Aujourd'hui, le sujet, je ne veux pas dire qu'il est obsolète, mais je suis passé à autre chose. Ouais. J'aimerais parler de 2 moments en particulier qui m'ont touchée. C'est un projet qui s'appelle The Journey de 2019 à Ain el-Helwa, le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban, qui a été créé en 1948, juste après la guerre israélo-arabe. Il y a environ 80 000 personnes qui y habitent aujourd'hui. Les conditions de vie, bien sûr, sont difficiles. Et donc, dans ce camp-là, tu as développé un projet de fresque sur plusieurs murs avec des brodeuses palestiniennes. Et le but, c'était que ensuite les motifs développés puissent être brodés sur des pièces et vendus. Plusieurs questions pour toi. Pourquoi l'avoir nommé Le Voyage, donc The Journey, et comment s'est déroulée l'expérience? En fait, j'avais collaboré avec ce groupe de femmes artisanes qui font donc de la broderie palestinienne 2 ans avant le projet. On ne s'est pas rencontrés, on s'est juste parlé par Skype et ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser mes œuvres et les reproduire. Et donc j'ai accepté et en fait via une ONG qui nous a mis en contact, on a vendu ces œuvres-là lors d'une foire d'art et ensuite l'argent leur a été redistribué. Et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au projet. J'avais rien à raconter, à part le fait que j'aurais parlé une fois sur Skype et que j'aurais envoyé un email avec des photos. Et donc on a organisé un voyage, j'aurais dit je veux vous rencontrer, je veux aller à Ain el-Helwa et passer quelques jours. En fait on a passé peut-être une semaine là-bas ou un petit peu moins. Et l'idée c'était de peindre des œuvres dans le camp de réfugiés avec ces femmes-là. Donc elles allaient m'aider dans la création des œuvres. Moi je trace mes calligraphies et puis ensuite elles font le remplissage et je reviens pour faire les finitions. Et d'utiliser chacune des œuvres, en fait elles devaient ensuite reproduire chacune des œuvres donc en broderie. Et le projet on l'appelait The Journey, en fait le voyage ou l'itinéraire je dirais, parce que c'est elles en fait qui ont inspiré le nom du projet. Parce qu'elles m'ont dit on a l'impression d'avoir voyagé pendant quelques jours à l'intérieur du camp, parce qu'elles sortent très rarement du camp, ou elles ne voyagent pas du tout. Et pour eux, en fait, le fait de casser cette routine de tous les jours, en ayant une activité qui était, on va dire, hors du commun, de peindre sur et peindre sur des murs, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, dans différents coins du camp, parce qu'il y a des endroits où elles ne vont pas non plus, puisqu'il y a, on va dire, il y a des clans aussi dans le camp. Elles nous ont dit, voilà, on a l'impression d'avoir voyagé. Et donc, Rihla, ils avaient dit en arabe, et donc on a gardé ce terme-là, on l'a traduit en anglais. Et ensuite, les murales ont été reproduites en broderie sur, je crois, 1,70 m à peu près. D'accord. Elles ont été ensuite vendues et ça a permis en fait de subvenir à leurs besoins, en fait, de leur offrir un salaire pendant 3 ans à peu près à 15 personnes. Super. Donc, c'était cool. Le deuxième moment, c'est Perception au Caire en 2016, une composition anamorphique, donc qui s'étale sur une 50aine de bâtiments et qu'on ne peut voir que depuis un certain point à la distance. Donc tu as reçu un prix pour celle-ci et tu as mis en lumière la communauté copte de Zaraeb qui depuis très longtemps collecte les déchets de la ville du Caire. Et ils ont développé un système qui d'ailleurs est de recyclage qui est le plus efficace et le plus rentable au monde. C'est vrai. Malgré ça, cette communauté est surnommée Zabaline, qui vient de Zbaleh, le déchet. Et donc ils sont discriminés parce que la profession n'est pas valorisée. Je suis vraiment intéressée de connaître déjà le processus technique de peindre sur 50 bâtiments, comment ça a été au niveau humain avec eux et qu'est-ce qui t'a attiré à cet endroit-là. Je pense qu'on a tous à un moment de notre vie été jugés par rapport à quelque chose, genre t'es trop petit, trop gros, trop grand, trop blanc, trop noir, tu viens de tel quartier, tu viens de tel endroit. Donc je pense que c'est naturel, même nous, même si on en a été victime, même nous on le fait, on juge les gens en fait en fonction d'une apparence ou d'une idée qu'on a. Et donc je voulais parler de la perception en fait, et comment en fait indirectement on va juger des gens dans la société, mais juste basé sur
notre perception ou sur ce qu'on sait de ce qu'on a entendu sans vraiment les connaître. Et donc j'ai entendu parler de cette communauté en fait qui est une communauté copte qui vit en banlieue du Caire, à 25 minutes du centre-ville, et qui ramasse la poubelle du Caire depuis plus de 70 ans et qui a développé en fait le système de recyclage le plus performant au monde. Donc, c'est chaotique quand on rentre dans le quartier, ça sent très mauvais, mais en fait en creusant petit à petit, on se rend compte que c'est parfaitement organisé, qu'il y a une hiérarchie en fait, il y a une hiérarchie dans la communauté, il y a une organisation dans la ville, c'est-à-dire que chaque famille est allouée à une partie de la ville, c'est-à-dire que ma famille ne peut pas aller dans telle rue, ou si elle va dans telle rue, elle n'a pas le droit de ramasser le plastique, elle est que censée ramasser le papier. Et donc c'est le gang. Non, c'est même pas un gang en fait, c'est pas un gang du tout. Non, mais je veux dire, c'est un peu un fonctionnement de, ok, on a un territoire et on le respecte. Exactement, voilà, c'est ça. Et puis nous, on a été témoins d'embrouilles, de frictions en fait, après le projet où il y avait une famille qui était partie ramasser la poubelle dans un quartier où ils n'étaient pas censés aller. Et donc, ils ont développé ce système de recyclage et pour moi, la façon dont ils étaient vus et la façon dont ils étaient nommés aussi, parce qu'on les appelait les Zebbalines, qui veut dire en fait Zbel en arabe c'est la poubelle, donc le peuple des gens de la poubelle. Ça m'avait interpellé, donc on est parti sans vraiment connaître. Je connaissais ni l'endroit, j'avais lu quelques trucs dessus, j'avais vu un reportage à l'époque où en fait Hosni Moubarak en 2009 il avait abattu 300 000 cochons par rapport à la grippe H1N1. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les animaux et les porcs pour recycler les déchets organiques. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre un taux de recyclage de plus de 80%. D'accord. Et donc on y allait, et puis on a essayé de convaincre, et puis on a rencontré donc le prêtre, qui est en fait le leader de la communauté, qui lui a, au bout de quelques mois, a approuvé le projet, et donc il nous a ouvert les portes du quartier. Et donc les gens au début sont très suspicieux, parce qu'il n'y a personne de l'extérieur qui vient dans ce quartier-là. Et ils se disent, est-ce qu'on va être instrumentalisé, est-ce qu'on va être moqué? Exactement, c'est souvent, il y a des journalistes qui sont venus et donc ils aiment le côté sensationnel, exactement, où ils arrivent et puis on veut montrer les gens d'une certaine manière. Et donc nous on est venus avec beaucoup d'humilité, en tout cas on a essayé. Et puis petit à petit en fait il y a un lien qui se crée. Donc le premier jour les gens vous regardent et se disent ouais, ils sont bizarres ces mecs-là. Et puis le deuxième jour, ils voient que les enfants en fait s'approchent et ils nous parlent et donc il y a une petite connexion qui se crée. Et puis il y a un gars de l'équipe qui va acheter genre je sais pas moi des Twix et qui les donne aux enfants. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants ont tous refusé. Et donc on s'est dit ils sont bizarres ces enfants-là. Parce que ça fait des déchets? Non, c'est pas ça. C'est après qu'on a compris. Je vais y venir. En fait, on nous a dit les enfants sont éduqués de cette manière-là et je trouve ça vraiment formidable. Ils nous ont expliqué, une des mamans plus tard nous a expliqué que les enfants, en fait, ils apprennent à leurs enfants de toujours refuser quand quelqu'un vous propose quelque chose, parce que certainement la personne qui vous propose quelque chose en a plus besoin que vous. Wow. Et donc en fait, personne. On était là avec des chocolats, non, je veux pas. Non, mange-toi. On comprenait pas. Et c'est après quand on est devenus amis, donc ils ont cassé cette barrière. Donc les enfants, et puis petit à petit, il y avait, je me rappelle, un monsieur qui s'appelait Ramou Brahim, oncle Brahim, il venait sur le bord de son balcon et il commençait à nous parler. Et donc nous on peignait, il nous parlait, puis on descendait d'un étage, parce qu'on prenait notre nacelle, on allait tout en haut, on descendait d'un étage, et donc lui il descendait et se remettait avec nous sur le balcon, et en fait il passait ses après-midi avec nous. Étages. Et donc il y a eu ça, et puis petit à petit les gens s'ouvrent. Donc il y a je me rappelle les tasses de thé, on nous offrait du thé tout le temps, dû en boire des on en a litres. bu beaucoup. Et puis à un moment donné, on nous invite, je me rappelle, ce qui a vraiment, je pense, ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est un match de foot, on a joué au foot, donc mon équipe contre les gens du quartier. Vous étiez combien de personnes dans ton équipe? Nous on est venus à 10 et on a embauché 10 personnes du quartier, donc il y avait 20 personnes sur le projet. Pendant combien de temps? On est resté un mois là-bas. Ok. En fait, il y a une semaine de préparation et 3 semaines d'exécution. D'accord. Et on va le remettre, super. Et puis et après en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments de vie qui se créent et les gens ne comprennent pas au début le projet ou la portée du projet. Ils sont interpellés et c'est surtout en fait la routine qui est cassée. C'est qu'on arrive dans un endroit où il n'y a personne souvent qui vient. Ouais.
et qu'il y a une vraie ambiance qui se crée autour du projet. Et on a vu des choses formidables. C'est ce tonton Brahim, à la fin du projet, il est venu sur la montagne et il nous a dit votre projet en fait est un projet de paix, il a rapproché les gens. Et nous on ne comprenait pas trop. Et on a capté, en fait, il y avait 2 maisons qui étaient l'une en face de l'autre. Et il y avait une dame qui était là et une autre dame qui était là et qui en fait étaient sœurs et on ne le savait pas. Ok. Et petit à petit, cette dame-là, elle se rapprochait doucement. En fait, tous les jours, elle déplaçait sa chaise. Et, Oh non, et c'est à la fin du projet, on a compris qu'elles étaient sœurs. Je ne sais pas si elles se parlaient ou elles ne se parlaient pas, mais il n'y avait pas cette proximité au début du projet. Et donc voilà, puis on a été invités au mariage. Et bref, moi, je l'ai vu l'année dernière, j'ai emmené mes enfants pour la première fois là-bas. Et donc ils rentrent dans le quartier, et puis les gens les interpellent par leur prénom, et puis ils sont là, mais comment ils nous connaissent? Et je dis, mais parce que c'est la famille. Et donc on est vraiment une famille en Égypte aujourd'hui. Et c'est venu d'un projet. Donc on est venu peindre, on a essayé de mettre la lumière sur eux. Et puis il y a quelque chose de formidable qui s'est créé. Et souvent les gens me demandent comment tu mesures l'impact de tes projets ou comment tu mesures l'impact d'un projet comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut mesurer tout. En termes économiques. Ouais, exactement. C'est compliqué. Et comment on peut mesurer la fierté? La fierté ne se mesure pas. Et les gens à l'époque avaient honte de dire qu'ils habitaient dans ce quartier. Maintenant, ils le décrivent en disant, voilà, moi je viens du quartier où il y a la grande œuvre qui a été peinte. Et pour moi, ça c'est fabuleux. Et puis il y avait un grand journal du Caire qui avait écrit un article. Et dans l'article, au lieu d'utiliser le terme Zabbalin, ils ont utilisé Zaraïb. Zaraïb qui veut dire genre pigs breeder, éleveur de cochons. Okay. Et qui est en fait leur vrai nom. C'est comme ça qu'ils se définissent au départ. Parce que c'était des fermiers qui sont venus au Caire parce qu'en fait ils ne pouvaient plus vivre de l'agriculture. Et donc le fait juste de changer cette perception que les gens du Caire les perçoivent d'une autre manière, c'était fabuleux et je pense qu'il est là le succès du projet. Ouais. Donc comme on a vu, ces projets sont collaboratifs et concernant les lieux sur lesquels tu es intervenu, est-ce que c'est toi qui choisis le lieu ou est-ce que c'est le lieu qui te choisit? En fait, des fois, il y a des lieux qui me choisissent. Je pense que c'est les deux. Moi, ce qui m'intéresse, je pense qu'il y a 4 niveaux dans mes projets. Il y a d'abord le thème, ce dont je veux parler. Par exemple, c'était la perception. Le projet s'appelle Perception. Ensuite, donc, il y a le thème. Ensuite, j'essaie de trouver le lieu. Ouais. Je trouve la création esthétique, à quoi l'œuvre va ressembler. Est-ce que ça va être une peinture, une sculpture? Comment je vais composer l'œuvre? Et puis il y a le message, puisque je travaille avec des messages, j'écris des messages ou je dessine des messages. Je ne sais pas comment je pourrais le définir. Oui, tu es écrivain en plus. Ce qui m'a touchée, c'est que tu écris avec des mots, mais tu décris des mots MAUX en fait pour montrer à l'extérieur aux gens qui vont voir l'œuvre que voilà, il y a des gens qui sont là, qui souffrent peut-être, qui sont discriminés. Enfin, c'est profond. Merci. Et je pense le dernier c'est le message. Et ce qui est important pour moi, c'est de trouver le message qui correspond au projet. Et quand je dis un message qui correspond au projet, il est important pour moi que le message soit pertinent et que soit connecté à la communauté. C'est-à-dire que je vais pas. Quand j'étais en Égypte, j'ai utilisé une citation d'un évêque copte du IVe siècle qui avait dit « Quiconque veut voir la lumière du soleil se doit de s'essuyer les yeux ». Et donc ça m'a permis de convaincre le prêtre et de convaincre toute la communauté. En Corée, on a fait un projet il y a quelques années à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sur la DMZ. Et j'avais trouvé en fait un poème qui avait été écrit par un poète nord-coréen entre guillemets parce qu'il était né dans la Corée du Nord mais avant la séparation. D'accord. Et donc ce poème qui s'appelait Impossible d'oublier était un poème d'amour sur la séparation et c'est devenu ensuite une chanson folklorique en Corée du Sud. Et donc ça matchait parfaitement. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que je me dis, il y a toujours quelqu'un qui a dit quelque chose qui est lié à mon projet. Là, je suis à Genève, on installe une sculpture qui parle de partage, d'équilibre. Et Rousseau, qui est né ici, a parlé de ça à l'époque. Et donc voilà, il y a pas de coïncidence en fait. J'ai l'impression qu'on est tous connectés. Et je me dis, moi, je vais peut-être dire un truc que quelqu'un va utiliser dans 3 siècles. Oui, mais voilà. Mais même si la personne l'a dit à l'époque, il était contemporain d'une certaine population. Et aujourd'hui, on a besoin de réentendre ce message dit par quelqu'un d'autre parce que c'est nos contemporains. Exactement. Et je pense qu'à travers les siècles, on vit toujours les mêmes problèmes.
et la perception, la séparation. Et en fait, c'est des cycles qui se répètent. Et puis, je voudrais revenir sur un truc que tu as dit par rapport au message ou à la trace. Pendant très longtemps, moi, j'avais ce désir en fait, de laisser une trace. Et je pense que ça vient vraiment j'ai un héritage du graffiti où voilà, le graffeur veut laisser sa trace. On a besoin de cette célébrité anonyme au départ, où on écrit son nom un petit peu partout, donc les gens nous connaissent sans savoir qui on est. Et puis ensuite, moi je ne cache pas mon visage, les gens me connaissent, il n'y a aucun problème. Et je me suis rendu compte que je voulais en fait changer le monde, changer les gens, et que petit à petit, c'est les gens en fait qui laissaient une trace dans ma vie. Le traceur tracé. Exactement, ouais, exactement, le traceur tracé. Et donc c'est intéressant de réaliser après que voilà, c'est ces gens-là pour qui j'ai voulu les mettre en lumière et qui en fait laissent une trace en moi. Et c'est pour ça qu'au début je disais ouais, je me pose beaucoup de questions sur moi-même et sur le monde. Parce qu'en allant dans certains endroits, on réalise plein de choses sur soi. Quand on va au quartier des chiffonniers au Caire, on est allé il y a 2 ans, on a passé un peu plus d'un mois dans un village qui a été détruit par le tremblement de terre de 2015 au Népal. Et ben, on réalise des choses sur nous-mêmes, on comprend notre condition humaine, on la voit d'une façon complètement différente, après avoir passé quelques semaines avec des gens qui demandent rien et qui font preuve de beaucoup de résilience. Au sujet de la trace, tu veux laisser une trace mais pas trop parce que tu signes pas tes œuvres. Ouais. En fait, signer les œuvres, j'ai l'impression, c'est quand on parlait de territoire tout à l'heure, c'est comme, je vois plus comme un chien qui vient piser sur le mur et dire c'est mon quartier. Délimité. Ouais. Moi, l'œuvre, elle m'appartient plus une fois que j'ai terminé de la faire. Et dès que j'ai terminé mon œuvre, dès que j'ai fini ma composition, la peinture, tout est terminé. Elle ne m'appartient plus, elle appartient à l'espace public. Et donc le fait de la signer, c'est de me dire je m'approprie quelque chose, je m'approprie une partie de votre quartier, de votre endroit, alors que ça ne m'appartient pas. Okay. Et puis aussi, il y a je m'étais inspiré à l'époque quand j'avais décidé d'arrêter de signer. Une de mes premières inspirations, c'était la... Ça va. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal. On peut tourner la caméra pour voir. Non, je regarde. Non, ça va, il est bien entouré. Okay. Non, ça va, il va bien. Ok. Bon, pour ceux qui ne voient pas mais qui entendent, on est dans un parc et il y a un petit enfant qui est tombé, mais sa maman est là et ça va. Ouais, donc il y a l'inspiration, en fait, la tradition orale, la tradition proverbiale arabe, qui s'inspire de ce qu'on appelle Mu'allaqat as-sab'a, qui sont les 7 poèmes suspendus, qui sont 7 poèmes qui sont devenus de la base de la grammaire arabe avec le Coran. Et en fait, c'était 7 poèmes qui étaient chaque année dans une ville qui s'appelle Okaz, qui était au nord de la Mecque. Avant le 7e siècle, il y avait des joutes, des battles de poésie, et donc les meilleurs poètes venaient et se clashaient. Et ensuite, c'est le rentre dans le cercle version 7e siècle. Et les meilleurs poèmes étaient ensuite brodés sur du tissu et accrochés donc sur la Kaaba. D'accord. C'était chaque année ? Chaque année. Et en fait, quand il y a eu la première révélation de la religion musulmane, donc il y avait ces 7 poèmes-là. Et donc ces 7 derniers poèmes, qui s'appellent Mu'allaqat as-sab'a, ont été une base en fait des règles de grammaire dans la langue arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on apprend l'arabe, quand on étudie l'arabe, on apprend ces poèmes. Et souvent, les poèmes sont connus, mais on ne connaît pas l'écrivain, on ne connaît pas l'auteur des poèmes. Et ça m'avait inspiré beaucoup à l'époque quand je commençais à faire de la calligraphie. Je me disais, mais en fait, ce qui est important, c'est pas le nom, mais c'est le message. Donc le message prédominait. L'utilisation qui en est faite. Exactement. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'anonymiser. Je ne sais pas si on dit anonymiser. Ça. Ouais, anonymiser. Et puis aussi à mon style qui est venu, que j'ai essayé d'imposer. Oui, maintenant on les reconnaît. Ouais, on les reconnaît. Et puis, voilà. Ok. Quel projet a été le plus difficile pour toi et pourquoi ?
Le plus difficile, Sur n'importe quel critère. en fait, je pense que la difficulté, elle est psychologique. Elle n'est pas technique. C'est vraiment Ouais. psychologique. Et pour moi, c'est un déclencheur, c'est un trigger, la difficulté. C'est au moment où je me rends compte qu'il y a un problème, que je bloque, que j'arrive pas à avancer, c'est là que je comprends que je suis sur le bon chemin. Ouais. Et Perception, par exemple, qui était un gros challenge artistique, on l'avait jamais fait, donc peindre sur 52 façades. Ouais. On a peint pendant 3 semaines, on était épuisés physiquement. Il faisait chaud. Non, c'était Non. au mois de février-mars. Après, physiquement, c'est qu'on était sur des nacelles toute la journée, des nacelles manuelles, donc il fallait monter 6 étages en pédalant. Et donc en fait, C'était une séance de muscu. ouais, non, en mais c'est fait. vrai, on est revenu, moi j'ai des photos, vidéos, j'étais un bodybuilder, c'est trop marrant, je vais le refaire. Et puis on avait l'impression d'être, donc on balançait toute la journée, donc même Ah, le soir ouais. quand on rentrait, on était. C'est on- comme faire un trajet en bus pendant des heures. Quand on se couche, on a l'impression qu'on tangue encore. en bateau en fait. Ah, en On- bateau on- aussi. Et donc il y avait cette difficulté technique et psychologique et de se dire que en fait la mission que je me suis donnée, elle était trop grosse et je m'étais donné un challenge que j'aurais jamais pu réaliser. Ok. Et donc il y a un moment de doute. Et puis dans les moments de doute, il y a une révélation et la révélation, elle vient souvent en fait des amis. Moi j'ai Ouais, des gens t'étais dans bien mon équipe, entouré ouais, il y a aussi. des gens qui me parlent et qui me disent non Fawzi, on peut pas abandonner. Et puis je me suis dit je vais l'appeler l'inachevé. Donc l'œuvre inachevée, je vais pas la terminer. Ok. Et puis j'aurais essayé, au moins j'ai le mérite d'avoir essayé de faire Ouais. un truc de fou. Et c'est ce que j'aime en fait. D'accord. C'est de me dire voilà, j'ai pensé un truc qui est impossible, mais le fait d'y avoir pensé, c'est que c'est possible, donc on peut le faire. Et c'est ça qui me motive. Ouais. Je me demandais si vous aviez projeté l'œuvre à la base pour pouvoir esquisser les contours ou si vous aviez tout sur des papiers et ensuite Non, vous avez mis sur les façades. Enfin, Ça, ça m'avait l'air vraiment compliqué techniquement. C'était compliqué, il n'y a aucune projection. Sur toutes les œuvres que je fais, il n'y a jamais de projection. Après, on aime garder le mythe en fait. J'aime bien, D'accord, je veux ça pas révéler. restera secret. Non, il y a des choses, on a fait un documentaire, donc on explique, on voit un petit peu. En fait, c'est comme personne ne l'avait fait auparavant. En tout cas, Vous avez dû innover. Ouais, voilà, on a réfléchi, puis on a monté un système qui me permet de tracer. D'accord. Et puis il y avait ce leap of faith, en fait, cette jetée dans le vide, où il fallait tout le temps remonter en haut de la montagne pour voir si l'œuvre était bien tracée. Ah oui. Et donc moi, des fois, pendant des jours, j'y allais pas. Je voulais pas voir, je dis c'est bon, je me fais confiance. Et puis j'ai Wahid qui est là, qui m'envoyait des photos, en fait, lui était là-bas. Et puis il les mettait sur Photoshop pour comparer entre le sketch et l'œuvre. Il me dit attends, il y a 5 cm d'erreur Oh là là. 5 cm, tu vois, sur On une œuvre. détruit le bâtiment, on refait tout. Ouais. Non, c'était cool. C'était, Ok. mais donc ouais, c'est le challenge en fait. C'est à quel moment il y a toujours ce passage où Comme un passage de vitesse Ouais. en voiture. on a peur, on se dit non mais là je suis en train de me tromper, je vais me planter. Pourquoi je suis venu ici? Et ce moment de doute en fait, quand je me pose la question pourquoi je suis venu ici, c'est là que je réalise qu'en fait je suis sur le bon chemin. Ok. Ouais. Sur quel mur tu aimerais peindre par la suite? Franchement, si Joe Biden pouvait me laisser peindre la Maison Blanche, ça serait cool. Je la trouve trop blanche. Elle est blanche en fait. Ouais, tu vois, genre. C'est une feuille blanche. Ouais. Non, en fait, je pense pas que ça soit un mur. C'est plus aujourd'hui. C'est parce que je suis passé au-delà du mur. On continue. Ça s'entend. Je pense qu'il va faire le tour. Ouais. Les joies du parc. Ok. Je pense pas que ça soit le mur en fait qui m'attire aujourd'hui. C'est plus le thème. Ouais. Le thème, l'endroit et vraiment l'expérience humaine. Ok. C'est vraiment ce qui me motive le plus. Donc il n'y a pas de spot. Dieu merci, j'ai pu voyager avec mon équipe aux 4 coins du monde. Ouais. J'ai laissé ma trace dans différents endroits. Et là aujourd'hui, c'est vraiment créer des œuvres qui ont un impact Ouais. d'une certaine manière ou qui peuvent inspirer une personne, qui peuvent changer la perception du monde. Ne serait-ce que d'une personne, ça suffira. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux parler de projets que tu as en cours, ce que tu vas faire à Genève ces jours aussi? Projet en cours, j'aime pas parler de ce que j'ai pas fait. Après, si on me suit sur les réseaux sociaux, on peut facilement deviner où va être mon prochain projet. Après, ici à Genève, on a monté ce projet avec Réfectorio Genève et Quartier Philanthropie pour l'installation d'une œuvre juste devant le Réfectorio.
qui parle de partage, qui parle d'équilibre et qui se matérialise avec ces cylindres en fait, qui sont une sorte de représentation de ces roues de prière qu'on trouve que j'ai découvert en fait au Népal, et qui est une sorte d'invitation à projeter une bonne énergie, une bonne intention au monde, et puis ça reprend cette citation de Rousseau qui dit la terre n'est à personne. Voilà, je vous lis toujours cette citation. Je sais pas pourquoi en fait je bug à chaque fois que je vais la dire. La tatouer. Ouais, non, je vais la tatouer. Les fruits sont à tous et la terre n'est à personne. Et ça veut vraiment tout dire. Et puis ça s'inscrit vraiment dans cette idée de partage, dans cette idée de prendre et rendre en même temps. Et ouais, voilà. Parfait. J'aimerais discuter encore des heures, mais nous sommes des personnes avec un agenda chargé. J'aimerais juste qu'on puisse donner un cadeau aux personnes qui nous écouteront, qui nous regarderont. J'aime beaucoup apprendre des autres, apprendre de l'expérience des autres. Et j'aimerais savoir si tu avais un ouvrage, un film, un podcast qui t'a touché, parlé, aidé, que tu aimerais recommander. Un film, un ouvrage... Wow. Je pense pas qu'on l'a précisé, j'en ai pas parlé dans l'interview. Moi j'ai commencé la calligraphie, en fait je me suis intéressé à mes origines arabes parce que c'est né en fait d'une sorte de crise identitaire où je savais pas qui j'étais et j'avais l'impression que je devais me définir mais que d'une seule manière, que c'était impossible en fait de me qualifier avec différents attributs, dire que j'étais tunisien, français. Et il y a un livre en fait qui peut aider beaucoup de gens à résoudre ce problème, en tout cas ceux qui vivent une crise identitaire et qui ont besoin de réaliser que l'identité en fait c'est plusieurs layers, c'est plusieurs niveaux et que cette identité elle se manifeste dépendamment. Chaque niveau de notre identité se manifeste en fonction du contexte dans lequel on est. Et il y a le livre d'Amin Malouf qui s'appelle Les identités meurtrières, qui est un ouvrage qui peut aider beaucoup de personnes, qui m'a aidé à une époque et en fait qui change notre façon de voir le monde. Moi en fait en ayant grandi en France, d'origine tunisienne, j'avais toujours ce conflit où pendule. Où en Tunisie on me disait que j'étais pas tunisien, en France on me disait que j'étais pas français, alors que c'est moi qui me définis. Et ensuite j'ai appris à le faire dans mon art. Aujourd'hui je laisse personne me définir. Souvent les gens essaient de me mettre dans une case, lui est un artiste qui fait que ça. Et non. Heureusement que je t'ai demandé à toi de te définir dans cette interview. Parce que souvent les gens disent oui, Elcide, artiste, graffiti artiste, street artiste, calligraphie, et ça va très loin des fois. J'ai des attributs qui font 2 pages. Alors que voilà, je me définis comme artiste et c'est pas figé. Je veux pas juste ce que je fais aujourd'hui, peut-être demain je le ferai plus, peut-être que demain je sais pas, je ferai du tricotage, j'en sais rien. Mais le fait de t'être toi posé ces questions, d'avoir eu cette crise identitaire, ça te permet de t'identifier aux nombreuses personnes qui les ont et justement de donner un point de vue et une piste à explorer. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Les identités meurtrières, j'ai beaucoup aimé. Il est très très fort, Amin Malouf. Il approche aussi ça d'une manière un peu autodérisoire, c'était drôle. Après j'aime beaucoup ces romans de fiction, moi j'ai terminé récemment Le Périple de Baldassare. D'accord. Qui est cool en fait. Bon voilà, autre recommandation cadeau. Voilà. Et puis en termes de films, je sais pas si j'ai un film à recommander tout de suite. Ou un podcast, ou un compte Instagram que tu aimes bien, qui te fait rire. Il y a un podcast que je recommanderais, que j'ai écouté récemment, qui s'appelle... qui a rien à voir avec l'art en fait, qui était un podcast avec en fait un manager de restaurant aux États-Unis, qui était genre élu meilleur restaurant du monde, et qui disait offrez toujours ce que les gens n'attendent pas. Et en fait, il surprend toujours donc, ses clients avec un niveau de service au-dessus. Et pour moi, ça m'a motivé en tant qu'artiste parce que ça m'a inspiré dans le sens où, en tant qu'artiste, je vais toujours essayer de proposer quelque chose que les gens n'attendent pas non plus. Aller au-delà de ses limites, au-delà de sa zone de confort. Et j'ai oublié le nom du podcast. Peut-être je peux regarder mon téléphone ? Bien sûr. C'est... Si tu ne retrouves pas, Si, il est là parce que je l'ai écouté la semaine dernière. Voilà, ça s'appelle Unreasonable Hospitality dans The Next Big ID. Super. Et en fait, The Power of... comment il s'appelle ?
Yeah. The power of giving people more than they expect. Ok. Et c'est archi inspirant. Et extra mile. Exactement. Et je pense que moi en tant qu'artiste, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et même on essaie de l'appliquer à différentes branches dans mon atelier. Super. Bah là, tu as donné plus que ce que j'attendais, qui Ok. était une seule recommandation. Donc, Voilà. merci beaucoup. Et puis le roi lion aussi, non je rigole. Regardez le roi lion. nanana. Donc voilà. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Cool, Amy. infiniment. Merci à toi, ça fait plaisir. Et à très bientôt, j'espère. C'est cool. Top. Top. Merci.